Bienvenue aux petites et moyennes entrevues de Safarir. Les cinémas Guzzo font partie du paysage québécois depuis 1991. Depuis ce temps, ce sont 141 salles réparties dans 10 complexes qui ont vu le jour. Véritable success story québécois, il n'en fallait pas moins pour attiser ma curiosité et me rendre directement dans l'antre du dragon. Rencontre avec un homme respecté, souvent controversé, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui fait son propre cinéma, Vincent Guzzo. Vincent, merci d'avoir accepté l'invitation. Et d'emblée, je dois te remettre cette bière de la microbrasserie Le Trou du Diable, la McTavish, qui t'offre ça, avec 2 verres. Parfait, ça va être... Que tu boiras quand tu voudras. Ben, c'est parfait, ça, pour la prochaine conférence de presse de M. Legault. Ça va passer mieux que ce qu'il va me dire, j'assume. T'en donneras une deuxième, si jamais... Oui, si jamais on en a besoin, t'as raison. Je voulais revenir au début, à la genèse de tout. En 1974, Angelo Guzzo arrive ici. Il travaille chez Pratt & Whitney comme machiniste. Oui. C'est quoi le déclic pour un homme qui travaille comme machiniste chez Pratt & Whitney avec une certaine sécurité d'emploi de dire « j'achète un cinéma, je me lance là-dedans ». Mon père travaillait à la Pratt & Whitney, mais c'était durant les années de syndicalisation, puis beaucoup de mouvements et tout ça, mais restait le fait que nous, où mon père, il dit « moi, j'avais un enfant, puis j'avais une femme, et je devais gagner de l'argent, là, c'était pas le temps de faire la grève ou tout ça ». Et donc, il a pensé à acheter un comptoir, qu'est-ce qu'on appelle un casse-croûte, dans un édifice industriel. Okay. Et c'est quand il a remarqué que ça coûtait moins cher acheter un cinéma dans l'est de Montréal qui s'appelait dans le temps le cinéma Capri, versus acheter un comptoir dans un édifice qui était sur dans le quartier de Saint-Michel, le long de la 40, et tout ça, là, ils viennent juste d'être rénovés. À part de ça, ces édifices-là, je les ai vus. Et donc, c'est par hasard qu'il s'est trouvé à acheter un cinéma parce qu'il trouvait que c'était un meilleur achat que d'un comptoir. Donc, j'aurais pu être au lieu d'être le roi du popcorn, j'aurais pu être le roi des sandwichs, je sais pas moi, hot chicken ou n'importe quoi, là, dans une cafétéria. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, écoute, ça peut pas être tellement dur que ça. Et c'est de là qu'on a, le 1er avril, on a fêté notre 47e anniversaire là, de l'achat de ce cinéma-là. Donc, toi, tu avais quel âge quand le... Moi, j'avais 4 ans. 4 ans, OK. Ouais, donc, tu baignes là-dedans depuis toujours, là. Oui, en effet. Dans ma jeunesse, moi, les acteurs que je connaissais, c'était Louis de Funès, Alain Delon, les Charlots, tout ce qui était film français de France. Et ces films-là, nous, on avait le droit de les jouer. La Cage aux folles, les uns et les autres. Versus les films américains, on n'avait pas le droit de les jouer parce que c'était des films qui étaient détenus en exclusivité par Odéon. Dans le temps, ça s'appelait Odéon et Cinéma Uni. Il n'y avait aucun moyen d'avoir des films américains au Paradis. C'est devenu le Paradis Exactement. ensuite. Ouais. Et là, après, est venu le complexe ici. C'est le premier gros complexe. C'était le cinéma en 91 qui a mis les cinémas Guzzo sur la map. Au point qu'il y a eu des distributeurs de Los Angeles qui sont venus pour comprendre c'était quoi ce cinéma-là, que de nulle part avait... C'est qui Guzzo? Puis de nulle part a commencé à faire des chiffres si importants que ça. C'était le point qu'on avait des plaintes des citoyens qui habitaient en haut dans la côte. Pourquoi? Parce que le mardi soir, c'était le bordel, puis pour rentrer à la maison, ça prenait une demi-heure. Et ça a été Capri, Paradis, puis ensuite, Cinéma Guzzo. D'où est venue l'idée de mettre le nom de la famille dans le nom du cinéma? Et c'est en 98, après une chicane avec mon père, qu'on a décidé d'afficher le nom Cinéma Guzzo. Mon père, qui est d'une philosophie des fois, je dis asiatique, dans le sens fais-toi petit, fais-toi pas voir, puis graduellement, tu prendras la place qui t'est due. Moi, au lieu, c'était plus comme un éléphant dans ça a échoué. Hein? C'est ça, là, je ne l'ai pas appris de mon père. Là. Moi, c'était plus comme un bulldozer. Je rentre là, je prends ma place qui m'est due et tout ça. Et c'est typique, disons, d'un look, d'une manière de penser, philosophie nord-américaine. Et j'ai su que tu voyageais avec ton père qui allait aux États-Unis pour choisir des films pour la programmation. Comment ça se passait? As-tu tes souvenirs de ça? C'est quoi? Donc, moi, j'ai été... Donc, je vais te donner un petit peu d'historique sur mes études. J'avais été à l'école prématernelle, maternelle à l'école Pasteur. Et après, j'ai été à l'école anglophone.
Donc, j'ai appris à parler l'anglais comme deuxième langue. C'est un petit peu particulier, là, mais... Ou comme troisième langue, parce que ma première langue était l'italien, après le français, après l'anglais. Et donc, j'ai commencé à voyager avec mon père vers l'âge de 12-13 ans, à aller à des conventions de films à Miami, à Orlando, ou bien même à Atlantic City et à Vegas, parce que moi, je comprenais l'anglais. Donc, je traduisais... Ah, c'est drôle, tu étais traducteur. Ouais, c'est ça, mon père était plus de langue francophone. Par conséquent, c'est moi qui traduisais. Et c'est de là que je suis devenu tellement habile à connaître les in et out du commerce de mon père, parce que c'est moi qui étais le traducteur. Là. Et c'était comique de voir comment je peux vous dire, là, des gars de 60 ans qui auraient pu être mon grand-père, qui étaient des gros boss des studios américains, parler avec un jeune de 12 ans ou 13 ans ou 14 ans, me dire, dis à ton père que, puis là, moi, je dis, tu sais, pas, you know, et puis là, je disais en italien, puis là, ça faisait littéralement l'image sortie d'un film de Mario Puzo, là, d'un Italien immigrant qui se faisait traduire par son fils élevé et né au Canada. Là, mais donc, ça a dû créer des liens forts entre ton père et toi, non? Parce que de voyager avec, parce que tu étais juste avec lui, il n'y avait personne d'autre de la famille qui allait. Exactement. Donc, écoute, c'est pas un secret, là, je suis enfant unique. Donc, il y a eu un lien très, très fort entre moi et mon père. Et encore aujourd'hui, mon père est mon meilleur ami. Mais comme tout fils, j'ai dû contester l'autorité paternelle et donc des fois ça a créé un petit peu de tension. Là, mais disons que nous, on a le droit de se contester. Là. Moi, ma mère et mon père ont le droit de chicaner entre nous autres. Mais avertis à tous ceux qui veulent rentrer dans la chicane, là, on va s'unir pas mal vite pour défendre le trio. Là. On est très unis à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il y a ma femme qui fait partie du trio Allergie et mes enfants, mais c'est sûr que mon père reste mon meilleur ami. C'est sûr qu'en étant ton père, ton meilleur ami, ça t'habitue aussi à une certaine solitude, à une certaine... faire face à certaines réalités. Un jour, il ne sera pas là, donc je prends tout le temps que je peux. Est-ce que ça te fait peur? Ça te fait peur, ce moment-là? Tu sais, en tant qu'enfant unique, en tant que fils unique là, ou enfant unique, je peux te dire que c'est une réalité qu'on vit avec très, très jeune. On réalise que le jour que nos parents ne seront plus là, c'est comme, il n'y a plus personne avec qui on peut partager ça. C'est pas comme avoir un frère où tu peux placoter, hey, tu te rappelles à Noël, on faisait ça. C'est pas la même chose. Donc, c'est sûr qu'un enfant unique reconnaît qu'un jour, il va être sans exagérer le mot, un orphelin. Il va être sans aucun lien qui va le ramener à ses parents. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, comme je te dis, j'ai pris le temps de mieux apprécier mes parents les dernières années et réaliser les sacrifices qu'ils ont faits. Et en vieillissant, on réalise que certaines chicanes, il fallait les faire. Puis, il faut être assez humble pour dire, on a fait des erreurs des fois en chicanant. J'ai remarqué aussi que, bon, il y a la fleur jaune. Oui. Qui est, en fait, qui représente Mr. Sunshine. Exactement. Qui est comme le logo de Mr. Sunshine. Exactement. Mais Mr. Sunshine, ça vient d'où? Écoute, M. Sunshine, ça vient du fait que moi, cette fleur ici, là, j'en ai à peu près 200. Je les avais achetées à 5 sous chaque. Là. Puis je les ai gardées. Puis je mettais ça. Et j'en suis pas nécessairement fier aujourd'hui de le dire, mais c'est parce que moi, j'ai grandi durant l'époque de Pierre-Éliott Trudeau. Puis Pierre-Éliott Trudeau avait toujours une rose rouge. Donc pour moi, c'était un petit peu un throwback des années de Trudeau. Là, mais donc aujourd'hui, je suis moins libéral et plus conservateur. Donc, mais ça vient de là, la fleur. Okay. Le Monsieur Sunshine vient d'un avocat à moi qui me taquinait toujours. Il me disait, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir avec Vincent quand tu rentres dans un meeting. Tu peux avoir Mr. Sunshine ou tu peux avoir The Beast. The Beast faisant référence au diable. Tu sais, comme dans The Omen et tout ça. Là. Donc, et de là, après, moi, je l'ai taquiné. J'ai dit, écoute, arrête avec ton Beast. Là, tu sais que Mr. Sunshine, ça a la dualité du soleil. Tu as besoin du soleil, tu as besoin de la chaleur, tu as besoin de la vitamine D. Mais d'un autre côté, si tu en abuses un petit peu trop, là, ben, ça va te donner un bon coup de soleil, là, puis ça va t'apprendre. Alors, présentement, on est dans ton bureau, qui est un véritable musée, mais tout l'édifice est un musée. Il y a même, tu as une salle de conférence à la thématique Ferrari, des personnages de films. Et je me demandais, je te pose la question, tu dois tenir à peu près à tout ça, mais si le feu prend,
et tu dois amener 3 choses, ce serait lesquelles? Ça serait les photos de ma fille puis les photos de ma femme. C'est à peu près tout. Là. Le reste, c'est des souvenirs que je vais m'en rappeler. Est-ce que chez toi, c'est comme ça aussi? Est-ce que tu accumules beaucoup de choses, de souvenirs, ou tu as une pièce pour ça? Ou... Dans mon bureau. Le reste de la maison, non. C'est pas très... c'est un petit peu plus zen, mais disons que j'aime mes riopelles. J'aime mon art québécois, mes séguins poiriers. J'aime aussi mon... Tu es un amateur d'art, donc tu collectionnes aussi... Oui, je collectionne de l'art, mais de l'art québécois, à part de ça. C'est un petit peu... pour ceux qui pensent que j'ai pas de respect pour la culture québécoise, c'est le contraire. Là. J'aime beaucoup les artistes québécois. En terminant, dans 20 ans, comment se portera l'industrie du cinéma en salle, selon toi? Je pense qu'on doit se rappeler que l'être humain, et s'il y a quelque chose que le COVID nous a montré, c'est que l'être humain est un animal social. J'ai pas peur pour le cinéma, je pense que ça va rester. Et tu sais, ça fait 120 ans que le cinéma existe, puis ça fait à peu près 120 ans qu'on aurait dû disparaître. À chaque grande crise, on va disparaître. À chaque grande innovation, on va disparaître. Mais c'est le VHS qui est parti, c'est les DVD qui ont disparu. Puis ça va être le streaming qui va disparaître. Bien, merci beaucoup, Vincent. Ça on est content. Longue vie au cinéma Guzzo, parce qu'on est content que ça dure longtemps encore. Puis écoute, régale-toi avec... Merci. Je vais utiliser ça. Ben oui, la prochaine conférence de presse, je vais en avoir de besoin. Ça merci va me calmer. Bien sympathique. Merci.